Monsieur Sadr Belkadi, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Alors le président de la République a manifesté publiquement son mécontentement et sa colère. Il n'a jamais ordonné de démolir des constructions, notamment en hiver. Les constructions, leur réalisation et leur démolition sont régies par des textes clairs et précis qui doivent faire respecter ces dispositions parce qu'on a tendance à penser qu'à travers le territoire national, il y a aujourd'hui chevauchement de prérogatives entre l'habitat et les collectivités locales. Monsieur Sadr Belkadi. Merci madame. Mais si vous permettez juste avant, si vous permettez juste une petite clarification en matière de l'urbanisme et de son impact sur l'environnement et sur nous-mêmes. Vous savez, madame, si on parle de l'urbanisme, parce qu'il y a une réticence vis-à-vis de nos citoyens qui ne veulent pas s'inscrire ou parfois ils sont réticents à l'inscription dans ce cadre. J'aimerais quand même apporter certaines explications. Vous savez, madame, la superficie de régie de 2,381 millions de kilomètres carrés, je suppose. Si je me trompe, vous me corrigez. Et nous avons cette superficie qui est fixe, qui est délimitée, qui est là. Mais en matière de population, je suppose que je ne suis pas à peu près très précis sur les chiffres. Je dirais qu'aujourd'hui, probablement que nous sommes à 40 millions. Mais dans un passé récent, on était à 20. Mais peut-être demain, nous serons à 60. Nous sommes à 45 actuellement. 45, mais demain, nous serons à 60. La vie, ça va trop vite. Maintenant, si on parle de la gestion de cet espace, il est important de le préserver pour la génération future. C'est quoi l'urbanisme? L'urbanisme, il vient gérer notre quotidien dans le temps et dans l'espace, madame. Si maintenant, vous avez une superficie bien déterminée qui vous occupe, vous allez construire. Il faudra maintenant penser à la déduire de la superficie globale de notre pays. Et demain, maintenant avec toutes les installations qui sont en train de s'ériger, un jour, on aura un peu ce problème de la superficie. On va aller vers la rareté du foncier. Donc, quand on parle de rareté, on va parler de la gestion. Pourquoi on ne gère pas l'air? Parce qu'il est en abondance, respirer à volonté. Donc, cette superficie, il faut la gérer. Comment je dis? Donc, qu'est-ce qui doit gérer cette superficie? C'est l'urbanisme, madame. L'urbanisme, il vient gérer notre espace à travers ces instruments d'urbanisme. Vous avez le BDO et vous avez le POS. Qu'est-ce qu'il vous dit, le BDO, madame? Il vous dit, tiens, on va diviser au niveau des communes nos espaces. Il y a une partie qui doit être réservée pour notre agriculture parce qu'on doit y vivre, sinon comment on doit se nourrir? Il y a un espace qui doit être réservé pour le forêt parce qu'on doit respirer de l'oxygène, etc. Et il y a un espace qu'on doit réserver pour nos constructions, c'est tout à fait légitime. Et ensuite, il y a la complémentarité du poste qui vient. Il va vous régir maintenant cet espace de construction. Il va vous donner des règles de construction qui vont permettre d'améliorer, de vivre dans c'est-à-dire préserver la qualité de notre vie. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le poste? Il vous dit que c'est un endroit où vous avez le droit de construire, c'est un espace qui est réservé pour les équipements, pour les logements, etc. Donc, si on s'inscrit dans cette norme de construction, et c'est comme ça qu'on va vers notre qualité de vie améliorée. Si je prends un autre exemple. Dernièrement, il y a le séisme de la Turquie, madame. Les constructions qui ont fléchi, qui ont cédé, c'est la majorité des constructions, c'est ceux qui n'ont pas été construits conformément aux normes de construction. Là, le problème maintenant, il d'ici demain, si nos citoyens maintenant commencent ils versent un peu dans l'illicite, ça veut dire que les plans ne sont pas contrôlés, le génie civil n'est pas contrôlé. Et la catastrophe de demain, qui va la gérer? C'est ça le problème de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est la gestion de notre quotidien dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce qu'on comprend par vos propos, monsieur Sadr Belkadi, que les règles d'urbanisme ne sont pas respectées conformément à ce que vous êtes en train de dire? Madame, les textes sont là. Ils sont très clairs, ils sont très bien, ils sont riches. Il suffit de s'y inscrire. Maintenant, si je parle de non-respect, c'est parce que par rapport aux constructions illicites qui sont en train de se profiler, il faut arrêter ce fléau. C'est une catastrophe qu'il faudrait arrêter. Maintenant, par rapport à ces constructions qui sont en train de s'ériger un peu partout, il y a des dispositifs pour arrêter cela. Il y a les collectivités locales qui sont tenues de se déplacer sur place et des faits de périmètre d'infraction. Voilà. Mais justement, on a parlé un peu dans la première question des réalisations, leur démolition, leur construction aujourd'hui qui sont régies par des textes et on a tendance à penser qu'il y a chevauchement de prérogatives entre les collectivités locales et celui de l'habitat. Où se situent les responsabilités puisque le président de la République a recadré l'activité. Toute démolition, construction doit être supervisée à la fois par l'intérieur et également le ministère de l'Habitat. Écoutez, par rapport à ce il y a une complémentarité de missions entre l'intérieur et les collectivités territoriales.
Au contraire, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, si je reviens maintenant Il y a un démembrement oui, de la direction de l'urbanisme au niveau des collectivités. très bien. Maintenant, l'urbanisme est géré par les collectivités. Bien sûr, les services sont en charge de l'urbanisme au niveau local. Très bien. Maintenant, si je reviens maintenant au Monsieur le Président de la République qui vient de parler de la trêve hivernale. C'est une sage décision, mais Monsieur le Président, il faudrait clarifier très bien maintenant le message qui est véhiculé à travers sa déclaration. Sinon, si on le comprend mal, ça va être la dérive. Monsieur le Président, il a été très correct, il a été très sage dans sa décision. Et aussi, il y a des messages très codés et très significatifs. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur le Président ? Il vous dit, maintenant, il a tiré la sonnette d'alarme, il a interpellé toutes les institutions en charge du contrôle de la construction. Le message, il est très clair. Ne pas attendre qu'elle soit érigée pour la démolir. Très bien, le message il est très clair. Là, on l'a compris. Très bien. Donc, au niveau local, il ne faut pas... Vous savez, madame, la nature a horreur du vide. Si on laisse le vide, il y a d'autres qui vont l'occuper. Donc, c'est-à-dire que les collectivités locales doivent prendre en charge le volet contrôle dans les règles de l'art. Et ne pas abandonner la situation et venir en fin de parcours pour penser aux démolitions. Là, je suis d'accord. C'est très, très... Maintenant, Monsieur le Président de la République, par cette décision de créer une commission au niveau central, son souci, c'est quoi, madame? Ce n'est pas de bloquer les démolitions. Non, madame. Il veut être rassuré de la justice et de l'équité qui se pratique localement. Son souci, c'est le citoyen. C'est très bien réfléchi, parce que c'est vrai, si on avait arrêté la construction, on aurait évité le dédommagement du citoyen. Parce que les gens ont acheté. Bien sûr. Et puis, je vous dis aussi, maintenant, il faut, si je dois parler un peu, donc au niveau maintenant central, il va y avoir une commission qui est tenue de contrôler, de vérifier le bien fondé de ces décisions. C'est pour le souci de la transparence, de l'équité et de justice. Maintenant, vous allez me dire aussi pourquoi on a attendu que les constructions aient atteint un taux d'avancement très avancé en matière de construction. Je vous dirais que... Comme l'habitation au niveau de Bermandraïs, qui a été érigée sur mais je vais vous dire une chose un espace aussi. qui est... Je vais vous dire une chose, madame. Et on est en train de jouer entre le chat et la souris au niveau local. Parce que les services locaux, effectivement, ils font des contrôles. Et quand ils arrivent sur place, on ne trouve jamais l'intéressé. Vous allez avoir affaire au maçon ou à l'ouvrier. Donc, vous allez faire un PV sous X, parce que le propriétaire n'est pas là. Et le propriétaire, il est convaincu qu'il est dans l'illicite. Donc, il fuit la réalité. Et encore la construction, madame, ça va vite. Vous partez aujourd'hui. Dans un mois, vous revenez. Il était en simple fondation. Dans un mois, vous allez la trouver en deuxième étage et troisième étage. Il faut la démolir à ce niveau-là. C'est pas au niveau à partir du moment où les gens occupent leur location. Oui, madame. Leur habitation. Là, je pourrais être un peu affirmatif que ces derniers temps, nous n'avons pas touché aux constructions qui sont habitées. Nous avons touché uniquement aux constructions qui ne sont pas en phase de carcasse, madame. Voulant dire qu'ils sont uniquement grosses œuvres. Ils ne sont pas habités. Donc, ça, je suis affirmatif par rapport à ça. Les logements qui ont été démolis, les constructions démolies, c'était des relogements, madame. Et là-dessus, je peux vous donner, si vous voulez, une situation statistique. Oui, allez-y pour la situation statistique par rapport justement aux démolitions qui ont été opérées ces derniers temps par rapport à ces constructions illicites, et en violation bien sûr des règles de l'urbanisme, mais également l'acquisition du foncier, puisque même le président de la République, il a dit que ces constructions sont érigées sur le domaine public de l'État. La majorité, madame, sur le plan statistique, je peux vous dire que nous avons en démolition, nous avons environ 2558 habitations bidonvilles, précaires, etc., qui ont fait l'objet de relogement. Et d'autres logements de construction qui sont inhabités. Ici, nous avons 494 habitations démolies. Et des constructions maintenant destinées pour autre que l'habitation, nous enregistrons environ 2560 habitations. Dans tout cela, madame, nous avons récupéré un foncier avoisinant 725,76 hectares. Donc cette superficie, madame, elle va être réutilisée pour des projets structurants, pour les aménagements urbains, etc. Donc c'est important. Vous voyez, pour voir un peu la situation du foncier. Il faut le préserver aussi, madame. Il faut penser à cela. On ne va pas se permettre maintenant de la dilapidation sur foncier. Voilà. Mais comment s'est fait cette dilapidation du foncier, ces constructions illicites auxquelles vous avez eu recours à la démolition, quand on sait que le permis de construire est délivré selon des critères bien précis au niveau des collectivités locales, au niveau des APC. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là de complaisance par rapport au manque de visibilité? Le président insiste sur la question de la numérisation qui permet d'avoir les éléments nécessaires en temps
réel. Je vais rajouter, je parlais tout à l'heure de la décision de M. le Président de la République. Dans cette décision, il a donné aussi la solution. La solution à laquelle? C'est la numérisation, madame. Et la régularisation également. Ah oui, la numérisation d'abord, c'est quoi? Il n'y a pas, parce que dans ces cas de figure, madame, il y a de la mauvaise intention et de la sincérité à travers certains citoyens. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a effectivement des gens qui ignorent un peu ces mécanismes de permis de construire et autres, mais tout simplement d'autres qui en font un business en matière de foncier. Maintenant, normalement, on devrait faire quoi? Avec la numérisation, lorsque je vais maintenant acheter un terrain quelque part, normalement, d'un simple clic, il doit me donner maintenant le poste, le bdo, il va me parler de tout ce qui concerne le foncier. Là, c'est la numérisation auquel on doit aboutir un jour, une fois qu'on arriverait là. Donc, chez les citoyens, ça la propre dotage. On doit y arriver. On est tenu, madame. Voilà, on va y arriver. Assainir, on est tenu par cela. De gré ou de force. Oui, parce que quand vous allez chez un notaire, madame, il prend votre acte, il vous fait un transfert de propriété d'un étranger, mais il n'est pas censé vous dire que c'est constitutif parce que lui-même, il n'a pas d'accès sur l'information. Mais si ces habitations ont été érigées en un temps record, est-ce qu'on peut parler de défection, défaillance au niveau local, puisque le travail n'a pas été réalisé en temps réel pour éviter, bien sûr, la construction, monsieur Sadr Belkadi? C'est des constructions qui sont érigées, on les voit au quotidien. Madame, est-ce que le contrôle se fait, monsieur Le contrôle, il s'opère régulièrement. Mais aussi, je pourrais vous dire aussi que notre pays est très grand, madame. Il y a des communes, peut-être, que dans la superficie, c'est pratiquement la superficie de notre État. Pour me dire que le contrôle est absent, non, je dirais que non, il y a le contrôle. Mais je vous dirais, je ne défends pas les collectivités réellement, mais c'est une réalité du terrain. Il y a une complaisance des collectivités locales? Pas vraiment, mais je vous dirais que est-ce qu'on peut vraiment sillonner le territoire chaque jour, quotidiennement? Ce n'est pas évident. Donc les citoyens, qu'est-ce qu'ils font? Elles ont certaines été érigées en milieu urbain. Exactement, oui, mais généralement, il y a des contrôles qui se font, il y a des PV qui sont établis, madame. Mais je vous dis, entre un contrôle et le lendemain, notre contrôle, la construction, elle va vite. Mais qui doit ordonner la démolition d'une habitation en cas de madame, l'arrêté doit être signé par le PAPC, madame. Suite, il y a les agents habilités, dont Monsieur le Président de la République même en a fait part. Il y a les agents habilités, il y a les services au niveau déconcentré de l'urbanisme au niveau local. Une fois que les PV sont établis, vous avez 72 heures. Ils sont transmis et dans un délai de 8 jours, le PAPC doit procéder à la démolition. À défaut, dans 30 jours, c'est le Wali. Mais si maintenant le président de la République a ordonné la mise en place d'une commission pour, bien sûr, procéder aux démolitions, est-ce que cela veut dire implicitement qu'on a déchargé les collectivités locales, les APC, de cette mission? Pas du tout, madame. Le message du président, il est très clair. Il a interpellé les collectivités à renforcer le contrôle pour éviter d'abord d'arriver à ce niveau de construction. D'autre part, je vous dis, le souci de M. le Président de la République est très clair. Il veut préserver ses citoyens. C'est légitime, c'est le Président de la République. Il voudrait aussi que ce genre de situation doivent étouffer juste au moment où on commence à la construction. Donc, il invite les autorités locales à veiller sur le contrôle, renforcer le contrôle. On doit tout revoir aujourd'hui par rapport à l'application. On doit tout revoir par rapport à l'application des lois et des règlements. Le problème, pas vraiment au niveau des lois, madame. Le problème, c'est le renforcement du contrôle, madame. Il faut maintenant peut-être revenir à la police d'urbanisme, etc., pour essayer de voir avoir une mainmise sur le foncier. Alors, monsieur Sadr Belkadi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Une question d'actualité éminemment importante qui concerne directement le citoyen. Le président, il a recadré les choses en précisant qu'il n'avait jamais donné ordre de démolir, notamment en période hivernale, puisque conformément à ce qui se pratique à travers le monde, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la trêve hivernale. Ni on expulse, ni on démolit en hiver pour bien sûr ne pas mettre les gens dans la rue. Alors, démolition alternative extrême après épuisant de toutes les voies de recours. Le recadrage du président de la République aujourd'hui reconcentre l'activité de la construction entre le ministère de l'Intérieur et celui de l'Habitat. Je reformule la question, monsieur Belkadi. Dans le cadre toujours des orientations de monsieur le Président de la République, il était très clair. Maintenant, il est très clair dans quel sens. Oui, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre une mesure préventive. Il a bien déclaré qu'il faut régulariser ce qui est régularisable d'abord maintenant.
Et bien sûr, ce qui n'est pas régularisé ne peut pas être régularisé. Donc il faudrait que très bien Cela s'applique aussi à la promotion privée. Oui, très bien. Maintenant, ce qui est régularisé, il doit être régularisé conformément au texte qui existe en vigueur. Et ce qui ne l'est pas, il faut procéder à la démolition. Là, il faut être très clair. S'il a demandé de surseoir, il a créé une commission au niveau central. Je rappelle que c'est par un souci de prévention, de l'équité et de justice envers ses citoyens. Très bien. Maintenant, la situation, elle est très claire. Maintenant, le contrôle va s'effectuer au niveau central. Une fois que ces logements, les constructions recensées pour la démolition, on va d'abord vérifier le bien fondé de la chose pour bien sûr procéder à la démolition. Donc une commission va être déployée au niveau local pour le contrôle. Bien sûr, sur le contrôle des deux départements ministériels. Une commission certainement qui va être mixte entre l'habitat et l'intérieur. La mise en place sera imminente? Bien sûr. Des instructions ont été déjà données au Wali pour surseoir d'abord. Et puis la commission va être imminemment mise en place. Donc les Walis ont été bien sûr. Saisis pour cesser les démolitions en attendant la mise en place. Ils ont été instruits pour cesser les démolitions, mais surtout pour veiller, renforcer le contrôle sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner un peu ce fléau. Non, le contrôle continue. Il faut quand même lutter contre ce fléau, ce phénomène de construction illicite. Il faut revenir aujourd'hui par rapport à l'occupation de nos territoires, par rapport à la construction aujourd'hui, par rapport bien sûr à l'évolution des villes à travers le territoire national, revenir aux instruments de l'urbanisme. Vous avez parlé du PDO, vous avez parlé du poste par rapport à l'occupation du terrain, puisque vous avez dit aujourd'hui il faut préserver le foncier, il est extrêmement précieux alors que nous avons un pays quasiment continent. Monsieur Belkadi, où réside le problème? Nous avons du terrain, nous avons un pays très large et nous occupons que 4% de ce territoire. Madame, le terrain, nous l'avons. Mais il faut penser à la génération future, madame. Il y a d'autres générations qui vont venir après nous. Ils ont droit aussi à la qualité de vie au même titre que nous, madame. Oui, mais nous avons 70% de la population qui n'occupe que 4% du territoire. Oui, madame, mais le foncier, c'est une denrée rare qu'il faut préserver tout le temps, madame. Même les constructions, il faut valoriser les constructions verticales, madame. Est-ce qu'il faudrait mettre, par exemple, des normes par rapport à la construction privée aujourd'hui, puisque nous avons vu, à travers même la capitale et d'autres villes, elles sont asphyxiées par la promotion immobilière qui parfois obstrue même les vieilles habitations ou les vieux quartiers. Parfait. Mais c'est un constat qui a été fait par monsieur le Président, qui a été d'abord manifesté par monsieur le Président de la République. Vous n'avez que voir Chiraga, on n'arrive plus à circuler. À travers une instruction. Les gens ont acheté, ils veulent quitter aujourd'hui. Oui, à travers son instruction numéro 318. Devenu invivable par rapport à la circulation. Effectivement. Ça, c'est un problème que nous avons vu dans le cas avec les promoteurs immobiliers. Et par rapport à cela, monsieur le Président nous a instruit à travers son instruction numéro 318 traitant du foisonnement des promotions immobilières et son impact sur l'urbanisme, madame. C'est vrai, cette instruction a été prise en considération, des orientations ont été données à l'effet de stopper un peu ce phénomène. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette orientation, cette directive du président de la République, la 398 ? Parce qu'il est très clair, il est en train de désagrémenter un peu le cadre de vie des citoyens. Un citoyen qui habite dans un quartier résidentiel, on voit un promoteur venir acheter une villa comme ça, la démolir et faire 3, 4, 5 étages ou même plus. Des tours. Ça, c'est pas normal, ça ne peut pas s'accepter. Sans Donc, parler, devant ce constat, madame, des décisions de la construction. Bien sûr, madame. Devant ce constat, nous avons pris des décisions. Toutes les structures localement ont été informées. Et maintenant, avant de délivrer le permis de construire, cette instruction est prise en considération, madame. On ne tolère plus ce genre de construction au niveau de... il faut préserver un peu nos cités, nos quartiers résidentiels. Et le vieux bâti également, et la vieille ville. Absolument. Belkadi. Mais justement, par rapport à cette préservation, comment faire aujourd'hui quand nous savons que ces promotions immobilières ont bénéficié d'un permis de construire en bonne et due forme qui stipulait qu'ils pouvaient construire même, par exemple, un gratte-ciel alors qu'ils avaient à côté des petites habitations. Madame, on voit que tout le monde construit, même des habitations individuelles, on met par exemple 5-6 étages. On construit pour ses enfants, en obstruant bien sûr la vue pour les autres, ou la lumière et le reste. Et les quartiers. Je reviens toujours au contrôle. Vous savez, les instruments d'urbanisme, c'est déjà une forme de contrôle, madame. Est-ce qu'il faut les réactualiser ? Oui, ils sont là. À un moment donné, parce qu'à un moment donné, je crois que le ministère de l'Habitat a mis vraiment le paquet maintenant pour les études de poste et de BDO.
notamment du poste, parce que lui, il a été révisé en 2015. Mais maintenant, le poste, il y a des études qui sont relativement lancées à travers toutes les communes, notamment d'Alger. Hein. Parce que l'absence de ce poste, c'est ce qui a permis peut-être de permettre les constructions de ces promoteurs. Maintenant, devant cette existence du poste et à travers les orientations du poste, ça va freiner ce genre de situation. Parce que le poste, bien sûr, c'est le plan d'occupation de sol. Très bien. Pour que les auditeurs puissent nous bien sûr, madame. Voilà, maintenant, avec ce phénomène, bien sûr, auquel s'ajoute l'instruction de M. le Président de la République, ce phénomène, je crois qu'il a été relativement banni. Maintenant, il n'existe plus depuis un certain temps. Ça ne s'opère plus au niveau des quartiers. Les promotions ne sont plus érigées. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer aujourd'hui, le président a pointé du doigt aussi un autre phénomène, celui, par exemple, du négatif. Oui. Et là, c'est une question que nous avons déjà abordée par le passé. On l'a abordée et le président l'avait même abordée en sa qualité déjà à l'époque de ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme parce qu'il était confronté à ce qu'on appelle, et il y a eu la mise en place, bien sûr, des fichiers des fraudeurs qui ne déclaraient pas l'acquisition d'un logement ou d'un héritage dont ils avaient bénéficié. On peut parler, je reprends son expression, on peut partir à la commune de Hidra et se faire délivrer un négatif comme quoi nous n'avons pas une habitation du côté, allez, on va prendre une localité juste à proximité, El Biar par exemple. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Sadr Belkadi? C'est une question, c'est vrai, qui relève des domaines, mais le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales rayonne aujourd'hui pratiquement sur tous les autres services. Comment éviter cette triche? Par rapport à ce que vous venez de dire, madame... Le président l'avait soulevé en sa qualité déjà de ministre Kiken, voilà, comme vous le dites, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Exactement. C'est un problème que nous vivons aussi quotidiennement, ça, il faut le reconnaître. Il y a eu même le fichier des fraudeurs. Oui. Maintenant, vous parlez de négatif, vous allez aussi parler du livret foncier, je vais aborder toutes ces questions etc. avec vous. Ça va avec, mais ça relève des compétences de nos collègues du ministère des Finances, à travers les conservations foncières et les domaines. Très bien. C'est vrai que je ne les défends pas, mais vous savez, il y a une charge de travail très importante. C'est vrai qu'il y a un petit retard dans ce domaine en matière de délivrance de ces documents. La numérisation va alléger. La numérisation va régler tous ces problèmes, madame. D'ailleurs, monsieur le Président, il insiste énormément. S'il y a la solution, c'est vrai qu'on va dire mais s'il y a la solution miracle finalement. Hein. Si on n'aboutit pas à cette solution, on est condamné à vivre toujours cette situation. Donc il faut y aller vers la numérisation, madame. Je vous dirais quand même la charge de travail au niveau de ces conservations, elle est très importante, madame. Vous savez, un livre foncier, il se remplit à la main. Et combien de livres fonciers qui doivent être remplis, etc., renseignés à la main, ça prend beaucoup de temps. Et là aussi, la ressource humaine, peut-être il faut, je ne sais pas, mais il y a un problème effectivement de fond dans ce cadre. Mais l'absence justement de cette numérisation favorise aujourd'hui l'opacité. Ça permet aussi de favoriser certaines pratiques antérieures que nous avons vécues par le passé. Les passe-droits, le non-respect des cadres réglementaires et surtout des lois. Absolument, madame. Belkadi. Et le président, il recadre les choses. Non, mais il n'est plus question qu'on reverse dans ce que nous avons connu par le passé. Monsieur le Président a Parce que les promotions immobilières, ce sont ceux qui détiennent de l'argent qui peuvent construire. Absolument. Mais non, monsieur le Président, on revient au pouvoir de ceux qui détiennent de l'argent. Il a très bien ciblé la problématique, madame. Notre solution réside dans la numérisation, madame. Sans cela, on est voué quand même à retarder, être en retard dans tout. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'intérieur et des collectivités locales, vous avez une visibilité sur tout ce qui s'opère au niveau local? Monsieur Sadr Belkadi, bien sûr, en coordination avec toutes les structures qui sont délocalisées, à commencer par la wilaya, la daïra, parce que vous avez beaucoup de démembrements, et la PC. Absolument, madame. Il y a des statistiques qui sont... Mais il y a des niveaux de contrôle importants. Bien sûr, madame. Il y a la mairie, si la mairie est défaillante, il y a la daïra. La daïra, quel est son rôle aujourd'hui? La daïra, elle est là, elle fait la coordination entre la daïra et la wilaya. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe au niveau local, le ministère de l'Intérieur est au courant, madame. On reçoit nos informations quotidiennement, régulièrement et à temps, madame. Et on veille, et on saisit... Qui de droit? Bien sûr. On le fait constamment et régulièrement. On est à cheval sur ça, madame. La police de l'urbanisme, plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Il faut la réactivation. Déjà, de par les textes, elle existe, mais on n'a pas promulgué les textes d'application pour sa mise en œuvre. On revient toujours à ce problème. Les lois existent, mais pas de texte d'application. Son existence est vraiment ressentie, madame.
il doit être installé imminemment. Sinon, Elle va être installée au niveau du ministère de la... je pense que le ministère de l'Intérieur, il songe réellement et sérieusement pour la prise en charge de ce problème. Et quel sera son rôle? C'est vérifier ou mettre en... c'est-à-dire s'assurer de l'applicabilité des règles et des lois concrètement sur le terrain, puisque vous avez parlé du POS et du BDO. Bien sûr, madame. Son rôle, c'est de le contrôle en vertu des textes et réglementations en vigueur, madame. Et leur présence omniprésente sur le terrain. C'est ça le rôle de la police d'urbanisme, madame. La création des nouvelles villes aujourd'hui doit répondre aussi aux normes d'urbanisme, parce que le président de la République, il a soulevé aussi certaines réalisations qui sont en cours, auxquelles on ne croyait pas. Par exemple, il a donné l'exemple de la nouvelle ville de Constantine, Drarish. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la nécessité pour ces nouvelles villes de mettre en œuvre les règles de l'urbanisme? D'abord, madame, ils sont obligés, ils sont tenus de s'inscrire dans le cadre des orientations, des règles d'urbanisme, madame. D'abord, la première règle, elle est énoncée à travers la loi 90-29, qui a été révisée par le 04-05. Et maintenant, vous avez le 15-19. Donc, les gens, la construction, notamment, c'est des instructions d'État. Elles s'inscrivent d'obligation dans le cadre des textes réglementaires. La fiabilité des chiffres est aujourd'hui importante, Monsieur Sadr Belkadi, pour donner une visibilité sur, bien sûr, pour les ordonnateurs, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé. Le président de la République, avec un clic, il peut connaître toute la situation du pays, sur toutes les questions qui sont importantes. Oui. La fiabilité des chiffres, Monsieur Je crois que les chiffres sont fiables, madame. Il n'y a pas de raison. Parce que, vous savez, maintenant, avec la technologie nouvelle, les réseaux sociaux, etc., on ne peut pas se permettre. Les gens dénoncent et montrent les abus. Et puis d'ailleurs, même par rapport à cela, si on parle de l'urbanisme, je vais aussi me permettre de rajouter quelque chose. L'affaire de l'île de construction illicite, parce que ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État. C'est d'abord, il y a la participation citoyenne aussi, madame. Il faudrait que l'éveil citoyen doit s'y mettre. Parce que si on tolère ce genre de situation, c'est va au détriment de notre qualité de vie. Comment vous expliquez, madame, dans un quartier, là, vraiment, il faut le dire, un voisin qui construit, qui fait un piétinement sur la voie publique à raison de 2 mètres. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne dénonce pas ce genre de situation? Mais ça va au contraire de la qualité du citoyen, du voisin lui-même. Donc il faudrait la participation citoyenne. Si vous construisez une nation, madame, ce n'est pas l'affaire du président lui seul, madame. Ce n'est pas uniquement l'affaire du PAPC ou du Wali. C'est l'affaire de tous les citoyens, madame. On doit s'impliquer pour notre avenir et l'avenir de nos enfants, madame. Mais on parle aujourd'hui dans la Constitution de la gestion participative au niveau local pour faire participer le citoyen. Est-ce que c'est une opportunité pour réactiver ce qui existait par le passé, les comités de quartier? Absolument. En plus de la police de l'urbanisme. Je crois que même notre ministère a donné des interrogations dans ce sens. Il faut maintenant réactiver les comités de quartier, il faut se rapprocher des comités de quartier, il faut maintenant en faire une participation quotidienne, madame, de gestion. Il faut associer tout le monde, madame. Et l'association, c'est une prise de conscience de ce qui nous regarde. C'est une manière de prendre conscience de notre vie et la vie de nos enfants, madame, localement. Le recensement qui a été opéré va vous permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité puisque c'est un instrument d'aide à la décision. Absolument. Il concernait bien sûr la population et les logements par rapport à l'occupation également des sols. Très bien, du territoire madame. Et du foncier. Oui, c'est une opération qui a été effectuée. Je crois qu'elle est... là, je ne pourrais pas vous dire davantage. Je ne suis pas un peu impliqué dans cette opération. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à cette question qui est d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui la corruption endémique mine le contrôle et l'exécution des lois sur le terrain. C'est le cas ou pas le cas? Puisque même le président, il a dit les vieilles habitudes en la peau dure. Oui, ils sont là, madame. La bureaucratie génère la corruption. La bureaucratie, elle existe, c'est une réalité. On ne peut pas comment se voiler la face. Elle existe. Il y a le langage franc et direct du président est très clair. Très clair, madame. Il connaît la réalité algérienne. Il connaît la réalité. Il était ministre de l'Habitat, il était ministre Wali, etc. Il est aussi citoyen algérien. Absolument. Non, cette problématique de la corruption, c'est un phénomène auquel on est confronté. Il existe, il est là. Mais il faut le combattre, madame. Il faut le combattre, pas uniquement à travers les institutions, madame. Il faudrait aussi le citoyen fasse du sien un petit peu. Parce que le citoyen doit aussi dénoncer. On ne doit pas quand même se permettre c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses comme ça au niveau de nos institutions qui profitent un peu de cette situation.
Mais il n'y a pas de raison de laisser faire. Il faut toujours être là, confronter cette situation. Il faut essayer d'arriver à éradiquer un peu ce phénomène. Alors, dans certaines localités, les choses ont été réalisées. Il faudrait aujourd'hui les régulariser, puisqu'il y a eu des constructions qui ont été faites au vu sous de tout le monde. Et même les gens ont acheté et occupent actuellement leurs habitations. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, à Chiraga, on est en train de mourir à petit feu par rapport justement à ces constructions érigées et qui ont créé un climat qui n'est pas favorable au profit des citoyens. Sans parler bien sûr des autres désagréments comme la circulation. Très juste, madame. Maintenant, il y a des constructions, c'est le fait accompli. Et puis vous avez, quand il y a la construction, vous avez aussi les camions, un grand tonnage qui sillonnent la localité. Bon, la circulation, je crois qu'elle est rigide. Oui, mais les camions à grand tonnage, c'est énorme par rapport à la marchandise. Je crois que par rapport à ça, c'est régi par des textes de loi. On voit même les bétonnières à longueur de journée et les grues. Normalement, la circulation n'est pas tolérée pendant la journée. Il y a 2 heures et une plage horaire qui est autorisée pour la circulation. Là-dessus, je crois qu'il y a d'autres compétences qui pourront vous répondre à cela. Mais par rapport aux constructions, madame, c'est vrai qu'il y a on cumule un petit retard en matière de régularisation. Maintenant, le chantier doit être ouvert imminemment. Des constructions qui doivent être régularisées, il faut le faire. Des constructions qui ne peuvent pas être régularisées, il faut le faire. Même la loi 0815, madame, elle a été un peu promulguée dans ce sens. Maintenant, je veux dire, parce qu'en matière de régularisation, est-ce que vous pouvez régulariser une construction qui a été construite sur un gazoduc? C'est pas normal. C'est un problème sécuritaire d'abord pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle on envisage une nouvelle ville. Est-ce que c'est possible de régulariser une construction qui a été érigée sur une ligne électrique de haute tension? D'ailleurs, même pendant la construction, des gens qui ont été électrifiés. Est-ce qu'on peut tolérer ce genre de situation, madame? Vous n'allez pas me dire maintenant qu'on va réguler ce genre de construction. C'est impossible. Par contre, il faut rester dans la logique des choses. Nous avons vécu la décennie noire, madame, qu'on ne le veuille pas. Les constructions, ils ont toujours existé, madame. Mais on a toujours combattu ce fléau, ce phénomène. Mais ils ont été aggravés pendant la décennie noire. Et d'ailleurs, la vie ne nous a pas épargné. Même le Covid aussi, il est pour quelque chose. Ces derniers temps aussi, ça a été favorisé parce qu'on a délaissé le terrain par rapport à cette maladie. Et des gens ont profité de s'y installer et d'ériger leur construction. Alors, la question de l'auditeur qui vous dit votre invité parle d'un petit retard dans la délivrance de documents par la conservation foncière. Je suis désolé, les retards sont énormes et rédiger un livret foncier aussi en 2023 est une honte. C'est le commentaire aujourd'hui de l'auditeur. Des solutions aujourd'hui impératives. Il faut revenir aux règles d'aménagement de territoire et les règles de l'urbanisme pour des solutions. Il faut des solutions aujourd'hui. Le constat, il est unanime. On l'a tous fait. Il faut des solutions. J'ai essayé d'être un peu gentil en parlant d'un petit retard. Bon, l'auditeur était un peu trop fort, il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est une réalité, il y a un retard qui est constaté sur le terrain. Mais je vous dis que les collègues du ministère des Finances sont en train de travailler d'arrache-pied pour régulariser ces situations. Et d'ailleurs, ils sont plus aptes à répondre de ces situations parce que c'est eux qui sont en train de travailler. Ils sont en train aussi, je crois, de travailler dans le cadre pour essayer d'aller vers la numérisation de ces documents. Des solutions aujourd'hui par rapport à ce phénomène que nous connaissons? La solution, c'est la numérisation. Il n'y a pas autre chose, madame. Par rapport à la délivrance des permis de construire, vous allez recadrer les choses par rapport à la délivrance des permis de construire. Si on ne respecte pas les règles, bien sûr, du permis de construire, vous procéderez à des démolitions. Parfois, il y a des constructions qui ne devraient pas dépasser, par exemple, les 3 étages, 4 étages. Et vous avez certains qui vont même au-delà. Même dans les constructions privées, on squatte aujourd'hui les terrasses des habitations. Maintenant que les postes, madame, les études des postes sont faites, le poste, il va régulariser tous ces problèmes. Madame. La politique d'aménagement du territoire également. Ça y est, c'est bon. Vous êtes en charge de ce dossier. Mais une fois que le poste est ainsi, c'est bon. Maintenant, ça y est, c'est un contrôle en lui-même. Maintenant, il y a les guichets uniques au niveau communal, il y a des guichets uniques au niveau de la wilaya qui gère, qui traite un peu de l'instruction, modalités de livrance des permis de construire, madame. Le citoyen vient au niveau de la commune, muni des documents officiels, de son acte, etc. Il sollicite un permis de construire, qui est traité au niveau du secrétariat du guichet unique communal et qui est transmis à la commission du guichet unique, dans lequel siège le subdivisionnaire qui est présidé par le PAPC. Donc là, on va voir maintenant si le dossier répond parfaitement au respect des règles et des normes d'urbanisme, on délivre le permis de construire dans les règles de l'art. S'il ne répond pas, on le rejette.
Alors, est-ce qu'il faudrait aussi réhabiliter certains métiers qui existaient par le passé au niveau de nos habitations à travers le territoire national, au niveau par exemple des immeubles, comme il y avait par le passé, les syndics, pour veiller au strict respect, par exemple, de certaines règles, puisqu'il est en contact permanent avec les collectivités locales. Aussi, c'est le représentant des locataires au niveau de la PC, au niveau de la daïra et au niveau de la wilaya, et également la mission, par exemple, des conciergeries qui, certaines d'entre elles, ont totalement disparu et qui ont été squattées comme étant des habitations libres. Monsieur Belkadi. Mais je vais répondre, mais je vais essayer. Ma réponse, elle va un peu... Il faut en voir les textes. Je vais aller sur le champ un peu du ministère, proprement dit, du ministère de l'Habitat. Effectivement. Mais vous êtes investi d'une nouvelle mission par le président de la République. Madame, en matière de... C'est vrai que je vais vous dire quelque chose d'encore de plus grave. Nous sommes en train de construire et de détruire nos propres constructions. Parce que l'absence de ce syndic, c'est la détérioration du bâti en lui-même. Il n'est pas préservé, madame. Et le squat aussi peut provoquer énormément de désagréments. Je suis entièrement d'accord avec vous. Même les aménagements à l'intérieur sont régis par des textes. Oui. C'est la collectivité, la copropriété, etc. C'est tout à fait normal. Il faut la redéfinir. Il faut la redéfinir, oui, il existe. Des textes existent, madame. Mais redéfinir et la réactualiser. Oui, mais je vous dirais aussi, il y a un problème de civisme aussi. Il faut travailler là-dessus aussi. Mais je vais vous raconter une petite anecdote, si vous permettez, madame. Une fois, je me rappelle, quand j'étais d'ailleurs au ministère de l'Habitat, il y avait un problème au niveau d'une cité ADL, où les citoyens se sont manifestés contre le gardien, etc., qui ne faisait pas son travail, etc. Donc on avait appelé un responsable de l'ADL à l'époque pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Apparemment, il y a une requête qui a été faite, signée par les habitants, à propos de ce gardien. Mais qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution, pour remettre à l'ordre ce personnage qui ne fait pas son travail, qui n'assume pas ses missions. Gardien qui a la qualité de concierge. Concierge, oui. Et juste après, j'étais un peu interpellé par la réponse de ce responsable. Il m'a dit oui, il y a une pétition qui émane des travailleurs à propos de ça, effectivement. Mais venez voir, il y a une autre pétition qui demande, parce qu'ils ont pris des dispositions, ils ont mis fin à ces fonctions. Une autre pétition des mêmes personnages vient dire non, c'est un bon élément, il faut le réhabiliter. Donc vous voyez un peu l'amalgame, vous voyez un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Donc c'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Il faut impliquer aujourd'hui les architectes dans l'acte de bâtir impérativement. C'est important, très important, madame. Parce que vous savez, l'acte de bâtir, c'est comme quand vous avez un problème de justice, madame. Rapidement sur les questions des auditeurs, oui. Quand vous avez un problème de justice, madame, vous s'adresse directement à un avocat. Parce qu'on est néophyte en la matière, finalement, madame. Quand vous voulez maintenant parler d'une construction, immédiatement, il faut s'adresser à un architecte. Et d'ailleurs, c'est à lui d'élaborer et le dossier et tout ce qui s'ensuit. Alors, autre solution également, c'est de mettre en place un numéro vert pour signaler les irrégularités. Vous allez être bombardé de coups de fil. C'est le cas. Vous allez l'envisager puisqu'on parle aujourd'hui de gestion citoyenne. Oui. Bien sûr. C'est très important, mais il faudrait qu'au moins que les citoyens s'impliquent. Ça nous ferait plaisir, parce que ça va alléger un peu les autorités locales. Alors, au manque flagrant des outils de l'urbanisme qu'il faut impérativement mettre en place, par exemple, pour libérer aussi des espaces pour les personnes handicapées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les possibilités de circuler au niveau de la ville. Il faudrait revenir à ces règles aujourd'hui, impérativement. Oui, c'est l'aménagement urbain, absolument. Il faudrait maintenant penser à cette frange de la société. Il faut lui quand même mettre un peu ces dispositifs permettant aussi que ces gens vivent le plus normalement du monde, au même titre que tous les autres. Ce qui s'est produit dernièrement, le séisme, bien sûr, de Turquie nous interpelle aujourd'hui sur les règles de l'urbanisme et le respect des règles de l'urbanisme, puisque nous savons qu'on ne le souhaite pas. S'il devait y avoir un séisme sur Alger, ça serait une grosse catastrophe. Même les institutions de la République ne pourraient pas, pour certains experts, intervenir, puisqu'elles sont aussi au niveau, au cœur de la capitale. Elles n'ont pas été décentralisées. Délocalisé, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. Le ministère de l'Intérieur, vous êtes quand même un ministère important. Vous êtes au cœur de la capitale. Mais je dis, madame, j'interpelle les consciences des gens parce que les constructions sociales ne sont pas contrôlées. On va vers la catastrophe. Je vous dis, l'inscription dans le cadre du respect des règles d'urbanisme, ça va empêcher un peu ces catastrophes qui risquent de survenir, madame. Il faut réhabiliter la fonction d'urbaniste. Absolument. Au niveau local également. Ah bah oui, madame. Très important. C'est important, c'est la question de très important. Très important, madame. Monsieur Sadr Belkadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, madame, de votre accueil. Merci à Texaha, madame.